D'abord, on va faire le tour de quelques histoires judiciaires qui ont frappé l'imaginaire au cours des derniers mois, dernières années sur la scène judiciaire, notamment une histoire de déchiqueteuse. Un corps qui avait été retrouvé dans une déchiqueteuse en 2022. Ça avait beaucoup frappé l'imaginaire, cette histoire-là. Avec nous en studio, l'excellente journaliste judiciaire Isabelle Mathieu qui est avec nous. Salut Isabelle! Oui, salut tout le monde. Hey, excellente, je me corrige tout de suite, je t'ai mis 2022, c'est septembre 2023. Ah, 2023. Alors, plaçons-nous comme il faut dans le temps. Là. C'est pas grave, Isabelle. Donc, septembre 2023, puis je me souviens très bien de ça quand c'était sorti, on s'était levé un matin. Ben, ça frappe l'imaginaire. Oui. Hein, oh, oui. C'est ça, c'était sur une compagnie, tu te rappelles, sur l'avenue Notre-Dame, aux limites, là, Saint-Augustin, Québec. Oui, c'est ça, vraiment dans l'ouest de Québec. Donc, un corps retrouvé dans une déchiqueteuse, puis aujourd'hui, l'accusé principal était dans le tribunal aujourd'hui. Oui, François Bouchard, qui a plaidé coupable ce matin en cour supérieure à un meurtre non prémédité. Puis, ben oui, dans la série des histoires dont on se rappelle, il y a celle-là, parce qu'une arme du crime comme ça, une déchiqueteuse, là, on voit pas ça souvent. Là, l'impression d'être dans Dexter ou quelque chose comme ça. Oui, malheureusement. Puis, c'est un outil que, en tout cas, moi, je sais que dans mon quartier, là, j'en vois fréquemment, là, des gars qui arrivent avec, ils traînent ça derrière un pick-up, puis là, ils s'installent, puis là, ça fait un bruit du... Mais d'ailleurs, rappelez-vous, puis le propriétaire de la déchiqueteuse avait fait une sortie à un moment donné dans les médias parce que c'était très long pour lui avant de ravoir son outil qui vaut quand même assez cher. Ah oui, des centaines de milliers de dollars. En expertise policière. Son terrain avait été vu dans les médias aussi, puis lui, il n'avait pas grand-chose, n'avait rien à voir là-dedans. Non, il n'y a rien à se reprocher, il n'a jamais été accusé de rien, mais c'est quand même avec lui que l'histoire commence parce que c'est lui qui est allé voir les policiers pour leur dire « Hey, dans ma déchiqueteuse, il y a des morceaux de corps humain. » Et il aura aussi parlé de François Bouchard, un gars, c'est un individu qui a aujourd'hui 33 ans, de Contrecœur en Montérégie, qui avait été à l'école avec ce monsieur que la compagnie d'émondage. Donc, ils se connaissaient et l'entrepreneur s'est rendu compte que Bouchard et deux complices avaient utilisé sa déchiqueteuse pour broyer un corps humain. Il avait aussi allumé un incendie pour aussi disposer du cadavre. Est-ce qu'il lui avait emprunté ou ils l'ont utilisé légalement? Non, ils l'ont utilisé à son insu. Okay. Mais il y avait eu un contact téléphonique avant, juste prendre des nouvelles comme ça. Et lui a pu constater là, sur place ce qui était arrivé. Bouchard avait aussi fait des commentaires à l'entrepreneur là, pour lui dire qu'il avait égorgé quelqu'un avec un couteau et qu'il avait découpé le corps et qu'il l'avait amené dans 4 gros sacs jusqu'à Québec à la fameuse déchiqueteuse là, qui avait Tabarouette, OK. Ouais. Une petite confidence, hein, quand même. Et donc, les policiers partaient quand même avec quelques éléments et, bon, l'enquête s'enclenche avec les empreintes digitales de la victime. Ils vont pouvoir l'identifier. C'est un homme qui s'appelait Santiago Gaona, 26 ans. Et cet individu-là, Bouchard, était en conflit avec lui depuis quelques semaines. Un conflit un peu flou, comme ça l'est souvent là, dans le monde criminel. Il le soupçonnait de l'avoir intoxiqué en le piquant avec une seringue là, de drogue. Donc, puis, il y avait aussi des histoires de filles à travers ça. Une rumeur qui avait circulé dans le temps aussi. Là, ça serait vraiment un conflit comme ça, et c'est comme ça qu'il a fait le plan. Il l'a enlevé autour du 8 septembre. Il l'a gardé chez lui à Contrecœur. C'est Bouchard qui restait là, dans une résidence à Contrecœur. Et il l'a découpé, découpé comme je vous l'ai raconté. Là, il s'est dit, je vais aller me débarrasser du corps d'une façon où ils ne le trouveront pas. Puis lui, il s'est dit, ça va être une déchiqueteuse dans le coin de Québec. Oui, l'histoire ne dit pas tout ce qui est passé à travers la tête, mais visiblement, il a utilisé ce contact-là qu'il avait à l'insu de l'entrepreneur. Mais si on parle donc d'un conflit entre la victime, Santiago, et M. Bouchard, qui clairement est un conflit personnel, de ce que je comprends. Comment il a fait pour embarquer 2 autres personnes là-dedans? Parce que moi, je me souviens très bien qu'ils étaient 3 au départ à avoir été arrêtés. Je pense qu'ils sont même 3 à être accusés. Exact. Il y en a une, Cassandra Major, a déjà plaidé coupable à l'automne dernier à outrage à un cadavre parce qu'elle a travaillé avec l'histoire de la déchiqueteuse et tout ça. Je m'excuse pour les détails absolument glauques. Et elle a aussi plaidé coupable à complicité après le fait. Elle a eu 33 mois de pénitencier, dont il lui restait pas beaucoup à purger parce
parce qu'elle était déjà détenue. Et il y a un troisième individu qui est toujours en procédure, qui s'appelle Jean-Philippe Lamontagne. Lui, disons, il y a une participation moindre dans le crime, mais lui, son dossier revient. Il faut vouloir le défendre dans Maudit, ton ami. Là. Ben, c'est ça. Ton c'est ami ça dit, je me suis fait piquer par une seringue. Ben, parfait, j'embarque dans ton plan d'aller le déchiqueter à Québec. C'est ça qu'au début, je me disais, c'est sûrement une histoire de crime organisé, mais pas vraiment de ce que tu racontes. C'est pas des agneaux du printemps. Là. On s'entend tout le monde, là, ça baigne un peu. C'est pas un règlement de compte pour une histoire de dette. Non, c'est pas aussi organisé que ça, comme par exemple le conflit BFM-Hells qu'on a vu. C'est plus personnel que ça. Et c'est toujours déchirant pour moi d'arriver avec pas toutes les réponses, mais malheureusement, quand c'est un règlement comme ce qui se passe ce matin, je vous l'ai pas amené, là, mais ça tient sur 2 petites pages 8,5 par 11. C'est ça, parce que là, le résumé des faits. Il a plaidé coupable à une accusation à meurtre de meurtre au second degré. Exactement. Non prémédité. Oui. Ben, pourquoi on juge que c'était non prémédité? C'est ce d'entendre, dans le fond? Oui, tout à fait. Puis ça faisait sûrement pas plaisir au procureur de la Couronne, François Godin, qui était là. Mais bon, ça avait été autorisé comme un meurtre au premier degré parce que on était en même temps qu'un enlèvement et une séquestration. Et à ce moment-là, ça devient comme un meurtre classifié, un peu comme quand un meurtre est commis dans la même période, dans la même séquence qu'une agression sexuelle. C'est un meurtre au premier degré. Peu importe qu'il y ait eu un plan ou pas de plan, là, on est vraiment dans le premier degré. Même chose quand c'est un policier en fonction qui est assassiné. Encore là, on est dans le meurtre classifié premier degré. C'est difficile pour le public. Puis regarde, j'ai couvert ça 10 ans, puis j'ai de la misère à le catcher, là, que, tu sais, comment peut-il ne pas y avoir de préméditation d'un cas comme ça? C'est que, dans le fond, dans notre dossier, le côté premier degré allait pas nécessairement avec de la préméditation, ça allait vraiment avec l'enlèvement et la séquestration. Et là, en analysant tout ça, la Couronne s'est rendue compte que c'était flou un peu la ligne de temps. On sait qu'il a été enlevé le 8 septembre, mais là, ça va jusqu'au 16 septembre avant qu'il y ait quelque chose qu'on découvre dans la déchiqueteuse et tout ça. Donc, il est quand le meurtre? Est-ce qu'il est vraiment dans la même séquence? Est-ce que vraiment on remplit le fardeau que la Couronne avait de prouver que c'était une même, ils appellent ça une même transaction criminelle là, en termes juridiques? Il faut que ça soit vraiment rapproché dans le temps. Et là, on n'avait pas cette assurance-là. Parce que les policiers manquent un peu de moyens pour pousser les enquêtes à fond. Moi, j'allais ajouter, la semaine dernière, les procureurs ont dit que souvent, ils acceptent des deals qu'ils n'accepteraient pas parce qu'ils n'ont pas les ressources. Je pense que dans ce cas-là, c'est que vraiment le dossier est fait que pendant 8-9 jours, on ne sait pas trop ce qui arrive avec la victime Santiago Gaona. Donc, est-ce qu'on aurait pu convaincre hors de tout doute raisonnable que enlèvement, séquestration, meurtre, tout ça arrive de façon dans un fil continu. Nous avons notre beau meurtre au premier degré bien ficelé. La Couronne a fait l'évaluation que non, et c'est pour ça qu'elle a accepté un meurtre au second degré, qui est un peu quand même la même chose, là, le condamné à perpétuité, là, comme les autres meurtriers. Pas de sentence à date là-dedans? Non, ça a été reporté en septembre. Il va y avoir un débat, parce que les meurtres au second degré, ça peut aller de 10 ans à 25 ans pour faire une demande de libération conditionnelle. La Couronne, OK, elle a plié le genou pour ça, mettons, mais là, elle va se reprendre, elle va demander dans le haut de la fourchette de temps, d'inéligibilité à la libération conditionnelle. Donc, on va être autour de 19-20 ans. Et à cause, évidemment, de tous les faits absolument horribles. Et aussi qu'après son arrestation, il y a d'autres facteurs aggravants. Bouchard, il a allumé un incendie dans sa cellule. Il est accusé de ça. Il aurait menacé des agents correctionnels. Il est accusé de ça. Bref, un dossier assez lourd. De son côté, la défense, elle va suggérer quelque chose, évidemment, de plus bas. Hein? Si on s'entend pas, c'est parce que ça va être quelques années plus bas. Et elle a surtout voulu demander un report. Et elle l'a obtenu. Ça va être seulement à la mi-septembre, le débat. Parce que M. Bouchard a une intervention chirurgicale de planifier. Bon. Et là, il est avec le système correctionnel provincial. Ça va bien, tout est planifié, ça va se faire. Si on l'envoie au fédéral, monsieur le juge, on ne sait pas ce qui va arriver. Il va tomber dans un trou noir du système de santé. Bref, la Couronne ne s'opposait pas, donc on revient le 17 septembre pour débattre de ça. Autre histoire, ça aussi, honnêtement, ça frappe à l'imaginaire d'une grande violence. C'est l'histoire de Kevin Deblois, Kevin Deblois en Beauce, accusé d'avoir tué et incendié le corps de sa conjointe. Oui. C'est une histoire là, à peu près dans les mêmes périodes. On est en septembre 2022.
C'est un procès interminable qui a commencé le 7 avril avec le choix du jury à Saint-Joseph. Nous sommes le 26 mai. Je n'ai pas de verdict pour vous. Demain, ce sera les directives du juge au jury. Et c'est très long parce qu'il y a eu énormément de débats hors jury. Et on est dans de la preuve circonstancielle pure. Là. Vous allez voir avec ce que je vais vous raconter. Donc, 25 septembre 2022, il y a une camionnette en flammes qui est aperçue par un camionneur qui livrait du bétail dans un champ de maïs durant Saint-Pierre à Saint-Bernard-de-Beauce. Évidemment, les pompiers volontaires interviennent. C'est un brasier qui est très intense, là, comme la plupart des feux de véhicules. Mais quand ils vont réussir à éteindre les flammes, à s'approcher, ils font des vérifications dans le véhicule avec leurs outils et ils vont trouver un corps calciné. C'est celui de Karine Bélanger, 36 ans, de Québec, qui était une mère de 2 enfants. Et celui qui subit son procès interminable s'appelle Kevin Deblois, tu l'as dit, Jérôme, 28 ans, de Sainte-Marie. C'était le conjoint de Karine Bélanger depuis quelques semaines. Il subit son procès pour meurtre au second degré, incendie criminel, outrage au cadavre. Et là, je vous donne la thèse de la couronne, OK? Dans toute sa preuve circonstancielle, elle évalue, c'est Kevin Deblois qui a commis le meurtre, quelque part entre le 24 septembre, 17h, donc la veille, et le début de l'après-midi du 25, quand on voit la camionnette en flammes. Est morte de quoi, Mme Bélanger? La preuve circonstancielle dit, le pathologiste dit qu'elle est morte par arme à feu. C'est ça qui est le plus probable. Donc, elle aurait reçu au moins un coup de feu, peut-être 2, à l'estomac et au foie. Mais c'est là le circonstanciel. On n'a pas d'arme, on n'a pas de projectile, on n'a pas personne qui est capable de placer Kevin Deblois avec une arme des mains. Là. On n'a pas ça, là. Mais bon, on a les éléments du pathologiste. La couronne a aussi fait la preuve que la victime est décédée avant d'être placée dans le véhicule parce que incendiée, parce qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone dans son sang, pas de suie dans ses voies respiratoires. Et encore des preuves circonstancielles. On a des images de caméra. On voit Deblois près d'un centre d'achat à Sainte-Marie où la fameuse camionnette a été volée. Il a aussi été reconnu par un témoin là-bas. Et c'est ça qui permet de dire à la couronne, ce qu'elle a plaidé au jury, il a incendié la camionnette pour faire disparaître les preuves, finalement faire disparaître le corps. Et dernier gros élément circonstanciel, c'est des déclarations que l'accusé a fait à sa mère parce que après l'incendie, pas longtemps après l'incendie d'ailleurs, il essaie d'appeler sa mère, elle répond pas, il finit par la rejoindre en fin d'après-midi, il lui demande de venir le chercher à Saint-Bernard. Ce qu'elle va faire. Et là, la mère de l'accusé a témoigné là, au procès et elle a raconté comment il était très perturbé, il était très émotif, il la serrait dans ses bras, il disait qu'il l'aime, il disait qu'il fallait qu'il s'en aille à Toronto ou à Vancouver, il a demandé de brûler des cartes d'identité. Et là, la mère de l'accusé, elle lui a demandé, là, Karine, es-tu correcte? Parce que d'habitude, quand elle la textait, Karine, elle lui répondait. Puis là, elle n'avait jamais eu de réponse. Et là, c'est là les déclarations incriminantes pour la couronne. Il aurait dit... Karine est morte, je l'ai cachée, c'est un accident et je l'aime. Mais il n'a pas dit qu'il l'avait tuée. C'est pas en tout cas, au procès, la mère, c'est vraiment ce qu'elle répète. Il y a une autre déclaration qu'elle a fait aux policiers au tout début où ça ressemblait plus à « il m'a dit je l'ai tué, c'est un accident ouais, ». Mais là, elle n'a pas de souvenir d'avoir dit ça. Donc, pour les jurés, ce dont ils doivent tenir compte, c'est de sa déclaration au procès, à savoir, il a dit Karine est morte. Donc là, il a été arrêté et peu de temps après ça, là, les policiers ont continué leur enquête et ils ont été arrêtés et c'est là qu'on est rendu. Hey, tant qu'à parler d'enquête, de preuves circonstancielles et tout ça, pour les amateurs de true crime, il y a un nouveau documentaire sur Netflix que j'ai écouté dans les derniers jours qui s'appelle The Crash. Okay. C'est vraiment très, très bon. Ça, c'est une jeune fille de 17 ans avec son chum puis un autre gars. Puis ça se passe en 2023. Et ce qui est le fun avec les true crime récents, c'est que tout est sur Instagram. Ils peuvent nous montrer tellement d'images, de captures. Ils refont comme un peu l'histoire. Mackenzie, Cheryl Locke. Exactement. Et un moment donné, eux autres sont en voiture. Ils reviennent d'une fête d'amis, mais comme à 5-6 heures du matin. Et la voiture, à pleine vitesse dans une rue, là, je pense que c'est pas loin de 200 km/h, entre dans le mur, dans le coin d'une bâtisse, OK? Voiture sectionnée en deux, les 2 garçons meurent et elle survit.
C'est elle qui était au volant. Et là, évidemment, elle était dans le coma, pauvre victime éplorée, tout ça. Et là, tranquillement, pas vite, dans le documentaire, on comprend qu'il y a des gens qui commencent à poser des questions sur les circonstances de l'accident et sur l'implication de la jeune de 17 ans dans l'accident. Je vous dirai pas comment ça se termine. C'est une histoire qui était hyper suivie sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y avait même eu du dévoilement des caméras corporelles des policiers qui allaient annoncer aux parents des deux jeunes hommes qui sont décédés, puis tout ça. Puis tout le monde avait sa théorie. Puis tu sais, les enquêteurs du web, là, ils étaient beaucoup sur le cas de Mackenzie Shirilla. Là, depuis que le documentaire est sorti, il y a des nouveaux témoignages de jeunes femmes qui ont fait de la prison avec elle, qui racontent à quel point ce qu'on voit dans le documentaire, puis ce qu'elle est réellement au jour le jour, c'est un univers de différence. Fait que là, il y a encore plein de théories autour de ça, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle tente de projeter? Puis en tout cas, c'est vraiment un cas qui a beaucoup occupé les enquêteurs du web. Là, beaucoup d'audio, de capture d'écran, puis ça rend ça très intéressant. The Crash est disponible sur Netflix. C'est un documentaire d'1h30 pour les amateurs de True Crime. Puis là, je vous ai donné le côté de la couronne, fait que rapidement, je vous brosserai juste un peu ce que la défense dit pour Deblois. Mais non, aucun problème. Donc, la défense, elle, c'est un cas où est-ce que elle pointe les policiers. Les policiers ont tiré des conclusions hâtives par rapport à Deblois. C'est vraiment ça son argument. La vision tunnel. Elle n'a pas prononcé ces mots-là parce que je pense que ça n'aurait pas été légalement admissible, mais elle parle de conclusions hâtives. Okay. L'accusé n'a pas témoigné. Donc, c'est que l'avocate qui fait ses hypothèses en plaidoirie basées sur des éléments de preuve ou des inférences qu'elle fait de la preuve. Donc, elle rejette la conclusion du pathologiste sur le décès par arme à feu. Elle demande au jury, demandez-vous aussi, est-ce que c'est pas les pompiers avec leurs outils qui ont pu faire une blessure à Mme Bélanger? Est-ce que c'est pas un éclat de métal dans le véhicule? Elle cherche le doute raisonnable. Oui, c'est juste ça qu'elle a à faire, elle. Mme Karine Bélanger souffrait de troubles convulsifs. Est-ce que c'est pas une mort naturelle? Est-ce qu'elle n'a pas eu quelque chose? Est-ce qu'elle n'est pas morte naturellement? Bon, là, vous allez me dire, il y a quand même quelqu'un qui l'a mis dans une camionnette en feu. Mais en tout cas, on parle d'une mort naturelle parce que ça, c'est admis là, qu'elle avait des problèmes de convulsions. Pour la défense, on ne peut pas écarter non plus le suicide par arme à feu, parce que, rappelez-vous, on n'a pas d'arme, on ne sait pas comment l'arme était tenue, c'était quoi la direction, la trajectoire. Un suicide par arme à feu, si tu n'as pas d'arme, c'est un peu dur de faire disparaître. Comme le meurtre aussi, elle n'a pas le prouvé, elle a juste à soulever. Non, je sais, mais comment quelqu'un peut se suicider avec une arme à feu, mais qu'on ne retrouve pas l'arme à feu? Mais ça, c'est pas grave, c'est juste le doute raisonnable. Non, je comprends le principe du doute raisonnable, mais moi, je fais juste dire que je vois pas comment tu peux trouver ça crédible que le fusil se soit comme... Mais c'est ça qui arrive, c'est que dans ces cas-là, on utilise un peu notre GBS, là, notre gros bon sens. C'est ça que les jurys vont faire aussi. Là, on se dit, bon, OK, mais là, si tu t'arrives, tu vois que ta femme, ta conjointe s'est suicidée, ton premier réflexe, c'est de la prendre puis de la mettre en feu dans un char. Ben non, tu sais, mais malheureusement, ce genre de réflexion-là, ça tient pas vraiment parce que s'agit que tu aies 1% des chances que ce soit arrivé dans ta tête. Ben, c'est ce pourcentage-là. Mais c'est là que les directives du juge encadrent un peu les délibérations sur des points comme ça. Oui. Mais c'était légal. La défense avait le droit d'aller là. Tout comme elle a dit, Mme Bélanger avait une certaine quantité de méthamphétamine dans son corps. Okay. Donc, est-ce qu'il y a eu problème de surdose? Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle avait des méthamphétamines. Donc, lié au monde des stupéfiants. Donc, est-ce qu'il y a pu avoir un autre meurtrier non identifié qui aurait vendu ces stupéfiants? Donc, vous voyez qu'on est allé vraiment très, 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 très loin. Aussi des hypothèses d'accident et tout ça. Donc, les jurys vont avoir quand même, après la très longue journée de demain d'entendre les directives, ils vont avoir quand même un peu de débroussaillage à faire dans leur délibération. Se pose tout le temps la question. Ouais, mais là, il n'a pas témoigné. C'est sûr qu'il y a quelque chose à se reprocher. Mais encore là, on vient au doute raisonnable. C'est le seul niveau que la défense les avocats de défense disent toujours la même chose. J'ai pas fait témoigner mon client parce que j'évalue que la couronne n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable. Donc, j'ai pas besoin de le faire témoigner. Voilà. Hey, merci Isabelle. Ça me fait plaisir. À bientôt. Intéressant malgré la violence de ces événements-là. Oui, effectivement. On ne s'est jamais trop joyeux. Exact. Isabelle Mathieu, donc journaliste judiciaire.